Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui une toute nouvelle vidéo consacrée à un des personnages de notre saga préférée. Vous le savez, nous adorons véritablement vous conter l'histoire des personnages de la saga. Il faudrait d'ailleurs que nous prenions garde à ne pas faire trop de vidéos dessus, sous peine de nous retrouver vite à court de personnages. Non, en vrai, on rigole. J.K. Rowling a eu la délicate attention de nous fournir pléthore de personnages tout aussi intéressants les uns que les autres d'ailleurs, et c'est l'avantage d'une saga comme Harry Potter et le monde magique en général qui fait coexister parfois même des centaines de personnages secondaires, donc on a encore un petit peu de pain sur la planche. En l'occurrence, le personnage dont nous allons vous parler aujourd'hui est un personnage un peu spécial, dans la mesure où il a connu ces dernières semaines et ces derniers mois un certain regain de célébrité pourtant assez tardive. En effet, pour tous ceux qui n'ont pas lu les livres, le personnage de Phineas Nigellus Black demeurait un parfait inconnu ou quasiment. Mis à part une ou deux mentions dans les films ou dans le générique de ces derniers, ce personnage fait partie de la longue liste de personnages secondaires sacrifiés sur l'autel des adaptations cinématographiques parfois très peu scrupuleuses vis-à-vis du roman ou de l'histoire en général, il faut bien le reconnaître. Étrangement, le salut de Phineas Nigellus Black n'est donc pas venu d'une quelconque nouvelle de J.K. Rowling ou des films, mais bel et bien du jeu vidéo Hogwarts Legacy qui aura eu le mérite, au moins celui-là, dirons-nous, de remettre un peu au goût du jour cet ancien directeur de Poudlard que beaucoup de gens ignoraient. Alors, vous le savez, Hogwarts Legacy ne peut aucunement être considéré comme étant une source fiable pour tout ce qui concerne le Wizarding World. L'histoire développée dans ce jeu vidéo présente de très nombreuses incohérences avec l'histoire originelle et n'a absolument pas été écrite par J.K. Rowling. Les artistes se sont librement, parfois très librement même dirons-nous, inspirés du matériel mis à disposition par J.K. Rowling. Dès lors, l'histoire du personnage telle que nous la suivons dans Hogwarts Legacy n'a absolument aucune existence réelle. Il est très important en préambule de cette vidéo donc de s'en séparer afin d'explorer ce que nous connaissons vraiment de ce personnage que nous apprenons à connaître, peut-être parfois trop partiellement dans les livres, mais également dans les notes qu'a pu laisser J.K. Rowling. Alors, évidemment, point très important à avoir à l'esprit, c'est que Phineas Nigellus Black n'est pas n'importe qui. Déjà, par nature, c'est un Black. Cette famille, bien connue du monde magique, est l'une des plus vieilles familles de sorciers de Grande-Bretagne et voit ses origines remonter même jusqu'au Moyen-Âge. Sa devise, d'ailleurs, comme beaucoup des familles nobles d'Angleterre, est en langue française, toujours pure. D'un point de vue historique, on peut faire remonter la généalogie des Blacks au moins jusqu'au XIIe siècle. Il est cependant tout à fait possible que les Blacks, comme ce fut le cas par exemple pour les Malfoy, prononcés à l'époque Malfoy, donc ce n'était pas une faute des premiers jeux vidéo, en réalité il y a toute une logique derrière, on peut imaginer donc que les Blacks soient venus dans les bagages de Guillaume le Conquérant en 1066 quand on a décidé de coloniser, de civiliser gentiment l'Angleterre. Trêve de plaisanterie, le fait est que la famille Black est une famille qui fait partie d'une sorte de noblesse dans le monde de la magie, même si cette idée est totalement absente d'un point de vue aussi bien juridique d'ailleurs qu'historique des arcanes politiques du monde magique britannique, on sait quand même que c'est quelque chose d'assez important et que c'est une famille qui compte. On peut même parler presque d'aristocratie. Les Blacks sont connus pour être de fervents partisans de la théorie du sang pur, d'où la devise familiale, même si au fur et à mesure cette lignée a connu, dirons-nous, quelques brebis galeuses qui auront été vite supprimées de l'arbre généalogique officiel de la famille. On sait que Phineas Nigellus Black est né en 1847 au sein de la très noble et ancienne maison des Black. Il est le deuxième enfant d'une famille qui en comptera en tout 4, Sirius, Phineas, Eleadora et Yola Black. L'ensemble de la fratrie est évidemment élevé, comme vous pouvez vous en douter, dans les valeurs traditionnelles et familiales qui sont les mêmes depuis au moins le XIIe siècle. Là-dessus, il n'y a pas de grande surprise. Dans ce genre de famille, on grandit généralement autour d'un héritage, autour d'une histoire familiale très lourde, qui crée forcément un climat qui est très particulier et qui diffère de familles, dirons-le, un petit peu plus classiques. Mais si on rajoute à cela en plus la dimension un brin eugénique inhérente aux familles de sang pur, on a absolument tous les ingrédients pour faire des enfants de parfaits apôtres de la théorie de la pureté du sang. C'est ce qui va d'ailleurs profondément bien fonctionner avec Phineas qui ne va jamais prendre ses distances avec l'idéologie et l'héritage familial. On sait que toute sa vie, et même dans la mort, il ne se départira absolument jamais de son aversion prononcée pour les Moldus et ceux qu'il appelle les Sandbourgs, qu'il juge évidemment comme étant, on le cite, un peu désimplé. En somme, un personnage déjà sur le papier qui est relativement sympathique. Bref, vous l'aurez compris, pendant 11 années, il a été biberonné sec à la théorie de la pureté du sang. C'est donc fort de ce bagage intellectuel, en tout cas si ce n'est intellectuel, disons mémoriel, qu'il va se diriger vers Poudlard pour y accomplir sa scolarité.
Sans déployer un suspense inutilement insoutenable et sans aucune surprise, Phinéas est envoyé évidemment directement à Serpentard. Là aussi, il s'agit d'une petite tradition familiale et vous le savez, dans le monde magique, les traditions ont parfois un peu la vie dure. On sait qu'après Poudlard, Phineas Négulus Black prendra épouse, évidemment une épouse qui matche, comme disent les jeunes, avec les valeurs séculaires de la famille Black. En l'occurrence, il s'agira d'Ursula Flint, oui, effectivement, une lointaine parente en tout cas de Marcus Flint, que l'on connaîtra dans Harry Potter. On sait qu'ils auront ensemble 5 enfants, dynastie donc prolifique en somme, avec la naissance de Sirius, pas celui évidemment dans Harry Potter, c'est un de ses ancêtres, de Phineas, d'Arcturus, de Belvina et de Cygnus. Mais nous reviendrons un petit peu plus tard sur cette famille fort sympathique. On ne sait d'ailleurs pas tellement bien comment se déroule la scolarité de Phineas Négulus Black à Poudlard. On peut imaginer qu'elle se déroule sans grand accroc de toute façon. Dans ces familles, le pas de vague généralement est plutôt de rigueur. Il obtient probablement sans trop de difficultés buse et aspic avant de rentrer dans le monde professionnel et donc dans le monde des adultes. Il ne se dirigera pas d'ailleurs vers un corps de métier en particulier. Il faut dire que l'argent chez les Blacks ne semble pas être un problème et n'a jamais été un problème. Il occupera une position de professeur à Poudlard sans que l'on sache d'ailleurs véritablement quel type de magie il y enseigne. Le fait est que ce passage de sa vie professionnelle ne sera pas le passage le plus épanouissant qui soit, loin de là. On sait même qu'il se plaindra de multiples reprises de l'impertinence et de l'inconséquence de ses élèves. Son tableau en fait d'ailleurs la confession lors des événements de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Phineas Black n'est pas quelqu'un qui apparaît être particulièrement sociable. Tout au contraire, c'est un personnage acariâtre, imbu de sa personne et qui considère globalement tout le monde comme étant inférieur à sa propre personne, ce qui nécessairement ne facilite pas toujours, il faut bien le reconnaître, les relations sociales. Par un heureux hasard, qui ressemble plus à une manœuvre d'ailleurs politicienne qu'à autre chose, le ministère de la Magie va procéder à la nomination de Phineas Négulus Black quelques années plus tard comme directeur de Poudlard. Alors, soyons très honnêtes, il est fort peu probable que Black se soit réjoui à cette époque de sa nomination et des perspectives éducatives qui en découlaient naturellement. S'il accepte cette nomination, c'est surtout et avant tout pour le prestige de la fonction de directeur d'un collège de sorcellerie connu dans l'ensemble du monde magique. On a beaucoup de mal à imaginer en effet Black se prendre de passion pour l'enseignement et le contact des élèves. Cela ne colle pas du tout avec le personnage et en cela les développeurs de Hogwarts Legacy ont plutôt bien cerné la problématique. Il faut quand même là au moins leur accorder ce point. On sait qu'il se montrera particulièrement détestable et deviendra même, selon les commentaires faits par Sirius Black à Harry Potter, l'un des directeurs les moins populaires de l'histoire de Poudlard. Enfin, d'ailleurs, même le moins populaire, on peut le dire tout court. On peut imaginer que Phineas aura mis en place une discipline assez brutale au sein de l'école, mais de cela nous ne savons pas grand-chose. Rappelez-vous, les événements contenus dans Hogwarts Legacy n'ont jamais existé, sont donc totalement en dehors de l'histoire officielle du personnage que nous sommes en train de vous raconter. On sait aussi que sa petite famille lui posera quelques soucis, puisque son fils, Phineas, fera le choix de se distinguer en s'opposant aux théories de son père et de la famille Black. En effet, il prendra, on le sait, fait et cause à l'encontre de toutes les valeurs imposées par l'héritage des Blacks, et il sera effacé de l'arbre généalogique en raison de son soutien prononcé évidemment au droit des Moldus. Nous n'avons pas donc de visibilité particulière sur son devenir. Le fait est que les 4 autres enfants n'abandonneront jamais les idéaux de la famille Black, et que Phineas aura au moins 13 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants au moment de sa mort, quand même de quoi assurer pour un petit temps encore le développement de la dynastie, même si on sait qu'à un moment donné, elle va finir par s'arrêter. L'histoire de Phineas Black, contrairement à beaucoup d'autres personnages dans Harry Potter, ne s'arrête pas à sa mort. C'est même d'ailleurs le contraire. Et pour les lecteurs fans que nous sommes, on sait que c'est ici que tout commence presque même. Ce qui peut sembler d'ailleurs paradoxal en dehors d'une vision très chrétienne des choses qui ne sied guère d'ailleurs au récit, encore que, vous le savez, on vous en avait parlé dans une vidéo sur la religion présente dans Harry Potter. On sait qu'il va décéder en 1925, soit juste en fait avant le début de la saga des Animaux Fantastiques à l'âge de 78 ans. Comme le veut la tradition, en tant qu'ancien directeur de Poudlard, un portrait est évidemment réalisé pour apporter aide, conseil et soutien aux successeurs qui auront à occuper cette prestigieuse fonction. Si on ne sait pas ce que le professeur Tatanjois pouvait penser de Phineas Black, et sa réciproque d'ailleurs, on sait que Phineas Négulus Black, tout du moins son portrait, ne ressentait pas une fierté immense à l'idée de devoir assister Albus Dumbledore dans la mission qui lui était pourtant dévolue. Ce dernier jugeait en effet que le directeur de Poudlard était quelqu'un, d'un petit peu particulièrement excentrique, chose en quoi on ne peut pas lui donner tout à fait tort. On peut même imaginer en effet un véritable choc des cultures et des idées entre 2 personnages que presque tout oppose sur le papier. Mais on verra que tout cela est finalement quelque chose
d'assez illusoire en fonction des événements et devant l'urgence de la situation. Très rapidement, dans le roman, on va comprendre que le portrait de Phineas Nigellus Black a une dimension assez particulière dans la mesure où il va effectuer des missions quand même d'une certaine importance. Il faut dire qu'il a accédé à une certaine forme de postérité en ayant son portrait un peu partout dans le monde magique. Et donc très rapidement, on va lui confier des missions. Parce que c'est vrai que tantôt au ministère de la Magie, tantôt à Poudlard, ou tantôt encore au 12 Square Grimmauld, il est un peu partout où se déroule l'action et c'est exactement en fait ce dont Albus Dumbledore a besoin à ce moment-là de l'histoire. Il peut, de plus, comme tous les autres portraits, voyager à sa guise un peu aux quatre coins du Wizarding World dans le but de rendre des services plus ou moins fiables à Albus Dumbledore. Le fait est d'ailleurs que Phineas Nigellus Black se montrera, disons-le, relativement réglo vis-à-vis d'Albus Dumbledore et ça a son importance, vous le verrez. Harry fait la connaissance de Phineas alors qu'il vient d'arriver au quartier général de l'Ordre du Phénix. Il se trouve que fort opportunément, on a placé Harry Potter dans la chambre où se trouve être accroché le portrait de Phineas. Un heureux hasard, en quelque sorte, qui n'est franchement, on va le dire, entre nous, probablement absolument pas une coïncidence, mais qui, effectivement, va venir servir, entre guillemets, on va dire, les objectifs qui sont ceux d'Albus Dumbledore. La plupart du temps, on sait que Phineas se contentera de faire des commentaires sarcastiques sur les événements ou de blâmer de manière plus ou moins violente la majorité des transfuges de l'arbre généalogique des Blacks. Mais dans l'ensemble, et en dehors de la présence de Harry Potter, Phineas sert surtout à relayer des messages. Cette méthode de communication directe est d'ailleurs bien pratique dans la mesure où elle échappe totalement ou presque à tout risque d'espionnage de la part des Mange-Morts. Cette méthode est bien trop subtile évidemment pour être comprise par les brutes épaisses comme les sbires de Lord Voldemort. On sait par exemple que dans les événements de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, au moment où Harry assistera à l'agression d'Arthur Weasley par Nagini au ministère de la Magie, Albus Dumbledore chargera Phineas Nigellus Black de prévenir Sirius de l'arrivée imminente des Weasley et de Harry Potter. On imagine que les tâches évidemment ne s'arrêteront pas là tout au long de l'aventure. Mais alors, vous pourriez nous dire, Albus Dumbledore est-il à ce point dingue qu'il confie à un adepte de la théorie de la pureté du sang des messages visant à participer en fait au combat contre le Seigneur des Ténèbres? Alors, posée ainsi, c'est vrai que la réponse pourrait paraître relativement simple. Mais en réalité, elle ne l'est pas tant que ça, elle ne l'est même pas du tout. Soyons très honnêtes. Être un adepte de la question de la pureté du sang, même si ce n'est pas ultra mainstream, ne fait pas du sorcier un sous-homme ou quelqu'un qu'il faudrait à tout prix combattre. Albus Dumbledore et Phineas Nigellus Black sont rarement d'accord, même quasiment jamais. Mais on peut dire qu'il y a quand même une sorte de respect qui s'est construit au fur et à mesure des années. Là où Phineas pense par exemple que Dumbledore se trompe sur Harry Potter et sur ses capacités, Dumbledore va écouter, va exprimer son désaccord, mais comprend aussi les raisons qui amènent Phineas à penser ainsi. Phineas pense effectivement que Harry Potter n'est pas de taille à faire le poids contre Voldemort dans la chasse aux Horcruxes. Qui peut dire d'ailleurs sérieusement qu'il n'est pas complètement insensé de confier une quête pareille à un enfant de 16 ans. Enfin, très sincèrement, on peut se poser la question. Bref, même si Phineas pense effectivement, encore une fois, raison que c'est une mission totalement suicide, et malgré le fait que le trio que forment Harry, Ron et Hermione ne lui fait pas confiance, il va tout de même œuvrer d'une certaine manière pour arriver au terme de sa mission en dévoilant à Severus Rogue l'emplacement de Harry et de Hermione afin que l'éphémère directeur de Poudlard puisse exécuter les volontés testamentaires d'Albus Dumbledore et donc remettre l'épée de Gryffondor d'une manière détournée à Harry Potter. Là aussi, on pourrait dire qu'il s'agit de la consécration même du devoir de loyauté vis-à-vis du nouveau directeur de Poudlard. Mais comment expliquer que cette réaction de son portrait, lorsque Harry finalement pénètre dans le bureau directoral après la bataille de Poudlard, alors qu'il participe effectivement à la fête de tous les portraits, soit dans une logique, on va dire, aussi joyeuse? N'oublions pas que Phineas Nigellus Black va au-delà, quelque part, de la propre question de la loyauté vis-à-vis de la direction de Poudlard. Il est véritablement dans la célébration de la victoire, finalement, de l'Ordre du Phénix, de l'armée de Dumbledore, et la victoire du camp du bien contre le camp du mal. Est-ce qu'on ne peut pas y voir là, par exemple, une certaine forme de transcendance? Nous, de manière assez évidente, on la voit. En cela, en tout cas, J.K. Rowling écrit un personnage, pour le coup, très controversé, dans la mesure où elle démontre que même un adepte de la théorie du sang pur peut être en désaccord, et même en franche opposition, vis-à-vis de Lord Voldemort et vis-à-vis de ses Mange-Morts. Est-ce une manière, par exemple, pour J.K. Rowling d'accréditer la possibilité selon laquelle il serait tout à fait acceptable d'être adepte d'une telle théorie? Alors, absolument pas, on vous le dit tout de suite. Mais comme toute personne inspirée par ce que l'on appelle la tolérance, la vraie, vous savez, pas celle à géométrie variable des woke et autres minorités, elle accepte que des personnes puissent avoir des idées contraires et même tout à fait contraires à celles qu'elle défend. Mais à la condition sine qua non que ces idées ne soient pas exprimées par la violence.
Or, et jusqu'à preuve du contraire, Phineas Nigellus Black n'a jamais eu aucun comportement ambigu vis-à-vis de la question. Alors oui, il n'aime pas les moldus. Oui, il pense que les sorciers issus de moldus ou de sang mêlé sont inférieurs. Oui, il croit en la théorie du sang pur. Mais, et c'est important, rien dans son histoire n'indique d'une quelconque manière que ce dernier a eu par le passé recours à la violence lui-même, ni même qu'il l'aurait d'ailleurs accepté ou même toléré. Aucun écrit de J.K. Rowling ne va dans ce sens. Ainsi, Phineas Nigellus Black est probablement l'un des personnages les plus méconnus de Harry Potter, mais qui bénéficie aussi d'un traitement qui sort de l'emprise manichéenne imposée d'ailleurs par les adaptations cinématographiques, qui classe les personnages selon le processus extraordinairement simpliste de soit tout beau, soit tout méchant. Nigellus Black n'est pas évidemment le genre de personnage ultra recommandable de prime abord, il va sans dire. Mais cependant, ça reste un personnage qui, malgré ses idées, malgré le poids de son héritage familial, malgré le poids de son éducation, aura quand même réussi à se départir d'un carcan idéologique pour faire le choix qu'il estimait le plus juste possible et qui se révélait être celui de soutenir Albus Dumbledore puis Harry Potter dans leur quête. Alors, on pourrait être tenté de dire que Phineas Nigellus Black ne fait cela uniquement que par devoir moral vis-à-vis d'Albus Dumbledore. Et il est juste, en effet, d'en faire la supposition et d'imaginer qu'il y a une part de vérité dans cette idée-là. Ça semble évident et même d'ailleurs parfaitement logique. Mais ce serait un petit peu trop réducteur, car J.K. Rowling a bien pris soin de démontrer que Phineas va au-delà de la simple question de la loyauté à un poste ou à une fonction. Black n'est pas un fou furieux, c'est un érudit. Ambitieux probablement, mais qui est aussi quelqu'un de clairvoyant. Il n'a jamais été un adepte des préceptes de Lord Voldemort. Au contraire, il les aura combattus. Alors, qui peut dire si l'homme qui était par exemple Phineas Nigellus Black n'aurait pas pris un chemin différent s'il avait vécu à la même époque de la montée au pouvoir du Seigneur des Ténèbres ? Personne, très sincèrement, ne peut le dire. Il est aisé, bien évidemment, a posteriori, de dire, par exemple, comme dans le monde des Moldus, qu'on aurait tous été résistants il y a 80 ans durant la Seconde Guerre mondiale. Dans les faits, il n'y avait pas 40 millions de résistants en France parce que la vie impose parfois des choix qui sont compliqués à faire. Il est donc absolument impossible de répondre à cette question dans le monde magique également. Phineas est le reflet d'une époque très différente de celle que l'on connaît dans Harry Potter. Comparer les deux époques, quelque part, ça n'a pas véritablement de sens. Mais en fait, comme d'habitude, J.K. Rowling démontre que ce qui compte avant tout, au-delà des idéaux des uns et des autres, c'est la manière dont on entend construire et conduire sa vie et qui compte. Comme compte d'ailleurs tout autant l'enfance et l'éducation que l'on a reçue. On vous l'a déjà dit, il y a une certaine forme de noblesse chez les Blacks. Une noblesse que l'on peut apprécier ou non d'ailleurs, mais ce ne sont pas des barbares. Ce seront probablement d'odieux personnages avec qui vous seriez en droit de refuser de passer vos vacances avec eux. Mais ça n'en reste pas moins une famille totalement pétrie de valeurs, pétrie de traditions et aussi d'une volonté sans limite de perpétuer une lignée. Souvenons-nous de la colère qui était celle de Phineas quand il apprend la mort de Sirius Black, unique survivant connu de la lignée condamnée désormais à disparaître avec le nom des Blacks qui disparaît après Sirius. Il y a dans cette colère quelque chose de très fort et de très puissant dans la symbolique. Ce cri de révolte fait aussi partie d'ailleurs de l'apanage de la noblesse ou de l'aristocratie, qu'elle soit d'esprit, qu'elle soit de cap ou qu'elle soit d'épée d'ailleurs. Il vient du fond des âges pour remettre finalement ce qui compte au centre des enjeux, alors que le monde tout autour est en train de se déliter et de s'effondrer sur lui-même dans le tourbillon infernal de la guerre des sorciers. Phineas Nigellus Black n'est pas le nigo vendu par Hogwarts Legacy. Bien au contraire, les concepteurs sont passés totalement à côté de ce qui faisait la véritable richesse de ce personnage. Peut-être d'ailleurs parce que cela les dérange en vrai de reconnaître qu'il y a une certaine forme de noblesse chez Nigellus Black. Phineas Nigellus Black est tout ce que le monde moderne d'ailleurs veut faire oublier. C'est un homme vivant dans son temps, vivant dans son époque, avec des valeurs, avec des idées, peu importe d'ailleurs qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais dont l'éthique, et c'est quelque part le plus important, l'aura conduit à faire les bons choix au bon moment. Et ça, évidemment, le monde moderne n'aime pas tellement ce genre de personnage et n'aime pas tellement qu'on puisse éventuellement faire l'hypothèse que quelqu'un qui a une idéologie qui n'est peut-être pas nécessairement la bonne, qui n'est peut-être pas conforme, entre guillemets, à un courant mainstream, peut aussi, quelque part, parfois se révéler être un héros. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important à avoir à l'esprit. Il s'agit d'ailleurs probablement d'un des personnages les plus réussis dans les centaines de personnages secondaires que J.K. Rowling a pu créer. La contradiction, en fait, au milieu de la folie, la démonstration même par la preuve que l'homme, au fond, quand il a été éduqué, quand il a été façonné par l'histoire, mais l'histoire avec un grand H, c'est où se trouve le camp du bien et où se trouve le camp du mal. Phineas, en fait, c'est une contradiction, ce qui le rend très fort, face au mal absolu, car il sait au final ce qui est juste et la manière dont on
on peut répondre en fait à cette dimension, on va dire, maléfique des choses. Et ça, là pour le coup, vous voyez, nous, c'est aussi l'un des reproches qu'on pourrait adresser. On n'en avait pas parlé dans notre vidéo sur Hogwarts Legacy avec notre avis avec spoiler, mais c'est un reproche qu'on pourrait faire très facilement à Hogwarts Legacy. Parce que au final, quand on passe autant à côté d'un personnage et qu'on n'est pas en capacité véritablement de comprendre ce que nous dit le personnage et ce que nous dit l'histoire que J.K. Rowling a écrit pour ce personnage, quelque part c'est quand même, très sincèrement, un petit peu dommage, et pour nous ça a été une très grande déception de découvrir ce personnage, franchement très rabaissé. Encore une fois, Phineas Nigellus Black n'est pas un idiot, n'est pas un nigo, il n'est pas à moitié débile, alors ok, il est peut-être un petit peu prétentieux, ok, il est peut-être un peu insupportable sur les bords, mais ça n'en reste néanmoins quelqu'un sans qui la quête de Harry Potter sur les Horcruxes aurait pu se terminer très mal, car on peut évidemment faire l'hypothèse que si l'épée de Gryffondor n'était pas arrivée jusqu'à Harry Potter à ce moment-là de l'histoire, les choses auraient pu être tout à fait différentes. Rappelons que le médaillon de Salazar Serpentard n'aurait pas été détruit et que nécessairement ça aurait pu provoquer un certain nombre de problématiques que vous pouvez évidemment assez facilement imaginer et mesurer. Donc nous, quelque part, on voulait dans cette vidéo un petit peu vous parler de ce personnage qui sort vraiment de tous les sentiers battus habituels, on va dire, de la littérature jeunesse et qui sort même d'ailleurs des sentiers battus des personnages de Harry Potter, parce que c'était pour nous quelque chose d'assez important. Et d'ailleurs, l'exemple qui est celui de Phineas Nigellus Black, il sera aussi nourri quelque part dans la dynastie des Black par l'exemple du frère de Sirius, Arcturus, dont malheureusement on sait que effectivement Regulus Arcturus Black n'a pas toujours été, on va dire, mis en valeur dans les adaptations cinématographiques de Harry Potter, mais on sait que Regulus lui aussi va faire le choix à un moment donné de s'opposer au Seigneur des Ténèbres, tout black qu'il est, et en plus en ayant participé lui pour le coup de manière directe aux exactions de la première guerre du monde des sorciers. Donc quelque part, si vous voulez, il y a véritablement dans la révolte entre guillemets qui est celle de Phineas Nigellus Black dans Harry Potter, ou qui a été celle de Regulus dans les événements de la première guerre du sorcier, ce sentiment de noblesse, ce sentiment d'aristocratie qui fait évidemment écho à tout un tas d'histoires, qui fait écho, comme on pourrait le dire un petit peu à la chevalerie telle qu'on la rencontre en fait dans les romans du Moyen-Âge, dans les chansons du Moyen-Âge, où il y a tout un pan de l'histoire qui donne des sentiments très nobles à des chevaliers qui parfois sont d'énormes rustres, on ne va pas se le cacher entre nous, mais qui effectivement réussissent à un moment donné à choisir vers quel camp il faut se tourner, et aussi à choisir le fait de combattre le mal. Donc voilà, c'est tout ce qu'on voulait vous dire sur Phineas Nigellus Black. On espère que cette vidéo, bien qu'un peu rapide pour une vidéo personnage, vous aura plu, mais après on n'avait pas non plus un contenu absolument démentiel à vous communiquer sur l'histoire de Phineas, mais ça nous semblait important de pouvoir en parler avec vous. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous pensez de ce personnage. Est-ce que comme nous, vous avez été un peu déçus de son personnage dans Hogwarts Legacy, même si la quête où on le joue en polynectar est plutôt sympathique. Dites-nous vous ce que vous en pensez, et on se retrouve donc dès samedi pour notre Let's Play d'Hogwarts Legacy, qu'on a oublié d'ailleurs de vous poster le week-end dernier, mais nous étions en train de vous filmer une interview très sympa qui sortira peut-être avec un petit peu de chance la semaine prochaine, ou en tout cas qui va sortir très très rapidement. Donc on voulait absolument prendre ce petit temps-là, et on a oublié de vous sortir le Let's Play, mais samedi on n'oubliera pas, c'est promis. Donc c'est tout pour cette vidéo. On vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de semaine sous des chaleurs qui sont caniculaires, et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures.